Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. C'est tous les jours en direct, émission de débat, d'analyse, d'expertise. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Smart Job. Bien dans son job, on parle du manque de reconnaissance professionnelle qui freine l'évolution de carrière. On en parlera avec le directeur général de Workday. Il est notre invité. Smart et Réglo, les conséquences des maladies professionnelles, les enjeux pour les salariés, mais aussi pour les employeurs. On fera le point avec une avocate dans quelques instants. Fanny Griesmer et sa pause café, toujours avec un ou deux mots anglais que personne ne connaît, le nudge. Elle va tout nous expliquer. J'essaierai d'y voir un peu plus clair sur ce concept. Et puis le cercle RH, on va parler de parentalité. On en parle beaucoup. Est-ce que c'est un gadget ou un véritable outil d'engagement des salariés, notamment des femmes, mais pas seulement des femmes, mais aussi des pères de famille? Ce sera notre débat dans quelques instants dans le cercle RH. Voilà le programme de Smart Job. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va s'intéresser aujourd'hui, alors devinez quoi, à la fois au télétravail et à la reconnaissance professionnelle. Ça c'est important, notamment chez les jeunes. On accueille Hubert Côté. Bonjour Hubert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez bravé les embouteillages de la capitale parisienne. Directeur général France de Workday. Alors, Workday, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans les applications cloud dans le domaine des ressources humaines et de la finance. Tout à fait. Vous vous êtes intéressé à des sujets passionnants. Alors l'étude date de quelques mois, mais je dirais qu'elle a pas pris une ride sur 9 pays, c'est bien cela? 9 pays en Europe. Qu'est-ce que vous avez voulu savoir et sonder? Chez Workday, on est, comme vous l'avez dit, un acteur de la fonction ressources humaines, notamment. Donc on est quand même dans tout ce qui a trait à la vie des collaborateurs chez nos clients. Et puis, une des premières valeurs, enfin la première valeur chez Workday, c'est prendre soin de ses collaborateurs. Donc très américain, ça, c'est la qualité de vie au travail américaine. Alors c'est très américain, mais comme vous le voyez, comme on va en parler, c'est quelque chose qui est en train de se répandre globalement dans toutes les entreprises. Donc il nous paraissait très important, avec la crise du Covid, de prendre le pouls et la température de l'impact de la crise sur la relation employé-employeur. Et donc on a décidé de mener cette étude avec une société Yonder, qui est une société d'enquête et de consulting européenne, sur 9 pays, ça c'est intéressant. Chez des entreprises de plus de 250 salariés. D'accord. Donc vers l'ETI, la grosse PME, la grosse PME jusqu'à la très très grosse entreprise. À la très grosse. 2000 répondants, quand même quelques chiffres signifiants, parce qu'on va parler des jeunes, je sais que c'est un sujet qui vous tient très à cœur, mais il y a près d'un Français sur deux, ça c'est pour la partie française, qui estime que sa productivité s'est améliorée, 58%, et que son niveau de stress au travail a diminué grâce au télétravail. Ça, en ce moment, on est dans le débat. Oui. Vous croisez des patrons, des DG, des décideurs que vous croisez dans vos réseaux qui vous disent il va falloir quand même faire revenir les salariés au travail. Exactement. Vous devez leur dire, t'es sûr que c'est comme ça qu'on doit dire? Alors, ils sont tous convaincus que le monde sera hybride. Donc ça, cette idée-là a fait son chemin. Maintenant, c'est comment on réorganise l'hybride. On a démontré, mine de rien, avec le télétravail, que les entreprises ont continué à opérer, voire certaines ont continué à performer de manière significative. Donc la question peut se poser de est-ce qu'on peut rester dans ce modèle à distance de manière totale? Alors c'est ni le souhait des patrons qui souhaitent faire revenir leurs employés au bureau. C'est d'ailleurs pas le souhait des collaborateurs d'être dans un mode complètement télétravail. Mais pas 100% bureau. Alors pas 100% bureau. Donc maintenant c'est qu'est-ce qu'on définit comme règle du jeu pour revenir au bureau? Donc là, moi ma conviction c'est que je pense qu'il va falloir recréer des moments forts. Il va falloir sacraliser un peu la collaboration. Et donc on ne fera pas tout au bureau, on va réorganiser l'agenda en fonction des priorités. Et on est tous en train de travailler, nos clients et nous y compris, sur quels vont être les critères et les règles du jeu pour que les gens reviennent au bureau et trouvent du sens à revenir au bureau. Ouais, c'est toute la question du sens. Il y a un autre chiffre signifiant, parce que le débat des jeunes, vous qui êtes directeur général, vous pensez évidemment l'avenir de votre entreprise, le recrutement, la manière dont vous allez les accueillir. 35% de ces jeunes Français, 18-34 ans, se disent inquiets de l'impact de la crise sur leur perspective d'évolution professionnelle. Et je me suis laissé dire que chez cette population particulière de jeunes, il y a une volonté d'aller encore plus vite que leurs aînés pour monter en grade. Est-ce que vous le ressentez, ça? Ils veulent tout de suite. Alors effectivement, chez les jeunes populations, on sent que la logique de reconnaissance et de promotion s'inscrit sur des cycles beaucoup plus courts. D'ailleurs, 40% estiment qu'ils ont raté pendant la crise du Covid des opportunités d'évolution. 29% envisagent de changer d'employeur. Près de 30% de cette... Près de 30%, donc c'est énorme. C'est très significatif. Et 28%
de changer d'emploi. Donc de même revoir leur gestion de la carrière. Alors c'est très lié au fait que... On est bien sur des jeunes. Hein. On est bien sur des jeunes de 18 à 34 ans. démarrer leur carrière, que déjà ils se lâchent, c'est des slasheurs, quoi. Alors ils sont effectivement dans une volatilité qui est potentiellement plus forte et où justement la notion de sens dans l'entreprise et de sens même dans l'organisation du travail, à savoir le modèle hybride, va être très très important pour les garder, les fidéliser et les développer. Alors là, on touche du doigt la notion d'évolution professionnelle parce que le sens, c'est à la fois de progresser, mais c'est aussi de trouver du sens. C'est compliqué ça, parce qu'il y a des salariés qui disent, moi je cherche pas, et on l'a, peut-être que vous l'avez dans vos recrutements, des salariés qui disent, j'ai pas envie de monter en grade, je veux pas être manager. Non, alors ce que l'étude démontre aussi, c'est que pour ceux qui veulent changer éventuellement d'employeur, ils sont beaucoup axés sur des valeurs de culture managériale, qui sont liées à l'honnêteté, qui sont liées à la confiance, qui sont liées à la transparence. À peu près 40% de la population sondée. Donc on voit bien qu'en fait, il y a un transfert du sens qui est plus forcément d'ailleurs sur que la rémunération ou le grade, mais qui est beaucoup plus axé sur est-ce que l'entreprise répond en termes de valeurs culturelles à ce que j'attends et est-ce que je retrouve ces valeurs dans la relation personnelle avec mon manager direct. Mais ça veut dire que vous aussi, en tant que directeur général, vous êtes en train de repenser la stratégie managériale. Tout repose aujourd'hui sur les épaules du manager. Si on est dans le management autoritaire, un petit peu agressif, ça ne marchera pas. Alors, effectivement, moi je pense que ce modèle-là, il est complètement obsolète. Ce qu'on voit, et ce que toutes les études démontrent, la nôtre, mais d'autres aussi, et dans tous les échanges que je peux avoir avec les directions générales chez le client, ils sont tous convaincus que maintenant on est dans un management de la confiance. Donc qui va passer d'ailleurs par la confiance du modèle hybride télétravail, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'inspecter, de contrôler ce que fait mon collaborateur tout le temps, on a besoin même de s'il est à distance. Ouais. Alors on a besoin de managers plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais, mais sur des leviers très différents, moins de management, on va dire, opérationnel sur le contrôle de la performance au quotidien, mais plus sur l'inspiration, sur le développement personnel et une culture interpersonnelle très qualitative. Donc le mot manager, c'est encore le bon mot là, parce que manager, ça donnait quand même le sentiment de quelqu'un comme ça qui contrôlait, qui supervisait, qui pouvait même convoquer, qui pouvait tirer les oreilles, enfin tout ça est un peu l'entreprise du 20e, mais n'empêche que c'est encore le bon mot là, le manager, avec tout ce qu'on entend. Les salariés veulent du sens, veulent qu'on les écoute, ils veulent de la bienveillance, ils veulent de l'honnêteté. J'ai l'impression que c'est plus le bon mot. Alors ça reste un manager parce que ça reste la personne à qui on reporte. C'est mon chef quoi. Alors, ça reste mon chef. Par contre, dans la relation hiérarchique, c'est beaucoup plus basé sur des notions de leadership, de mentoring, de coaching, que sur du contrôle opérationnel de l'activité au quotidien. Et aussi d'autonomie, si je peux me permettre. Ouais. Le salarié a aussi, on le voit d'ailleurs, 36% des employés interrogés se sentent prisonniers dans leur poste actuel en raison de la crise économique. Alors il y a la notion de « je suis prisonnier parce que je peux partir », mais il y a aussi « je suis prisonnier, voilà, je suis un peu enfermé dans mon poste ». Exactement. Et c'est un pourcentage qui est complètement en ligne avec leur sentiment d'avoir raté des opportunités d'évolution et que la crise a freiné leur progression dans l'entreprise. Et donc le seul moyen de contrecarrer ça, c'est de déplacer quelque part l'engagement collaborateur à l'entreprise sur des valeurs managériales assez différentes. Avant de nous quitter, vous avez vos clients, évidemment ceux que vous accompagnez Workday, puis vous êtes aussi à la tête d'une entreprise, donc vous faites redescendre toutes ces idées-là à votre RH en disant fais attention, maintenant dans les recrutements, il faut vraiment travailler sur les soft skills, sur l'attitude de la personnalité et pas uniquement sur ses compétences techniques. Déjà, on est en train, nous, de flexibiliser le modèle, parce qu'on réfléchit, nous aussi, à comment... À l'hybridation du modèle. Exactement. Alors, est-ce qu'on a toutes les solutions et toutes les réponses aujourd'hui? Non, on est en train de travailler. On va avoir une période, nous, à partir de septembre, où on va laisser beaucoup de flexibilité à nos collaborateurs pour caler ce modèle-là, c'est-à-dire bien comprendre qui veut quoi, en fonction de leur fonction, en fonction de leur âge, etc. Du sur-mesure, quoi. Mais par contre, on va s'employer à les faire revenir au bureau, y compris dans les recrutements. On a annoncé 20% d'augmentation de nos effectifs là, dans l'année qui vient au niveau mondial, donc on va beaucoup recruter. Et il faut qu'on prenne en compte ces nouvelles donnes dans la manière dont on attire les jeunes talents. On en reparlera, peut-être que vous reviendrez nous en parler, puis gérer aussi la personnalité des jeunes, parce que ça pour vous c'est une problématique, cette personnalité un peu versatile, sautillante, qui ne s'attache pas. Mais brillante. Mais brillante, qui peut apporter. Donc on doit s'en occuper. Je suis entièrement d'accord, il faut savoir en tirer la quintessence, comme on dit. Donc il faut réussir à les attraper.
Exactement. Hubert Côté, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau DG France de Workday qui recrute mondialement. Donc j'imagine que vous allez recruter dans les mois qui viennent. Allez jeter un œil sur l'onglet recrutement. J'imagine que vous avez. Oui, toutes les informations sont. Tout est indiqué sur le site de Workday. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir. On fait du droit, tiens. Smart et réglo, c'est notre rubrique. Les conséquences de la maladie professionnelle. Ça, c'est un sujet évidemment qui est intimement lié à ce qu'on vient de vivre, la crise Covid. On en parle tout de suite. Les enjeux pour les salariés et évidemment pour les entreprises. C'est Smart et réglo et c'est tout de suite. Smart et réglo avec Amélie Angèle Dinger. Je l'ai bien dit ? Parfait. Voilà, parce que vous étiez venu sur mon plateau là quelques semaines et puis j'avais un peu écorché votre nom. Vous êtes avocate, Amélie, en droit social au cabinet PDGB. Votre cabinet est une habituée de notre rubrique. On s'intéresse aux maladies professionnelles et aux conséquences des maladies professionnelles. D'abord, juste pour essayer de bien border, ça existe dans le Code du travail depuis fort longtemps, la crise Covid, quel est son impact sur cette notion de maladie professionnelle ? On peut faire valoir, alors qu'on a eu le Covid, la notion de maladie professionnelle. Il y a eu des Covid longs, on a vu des gens qui avaient des séquelles très longues. Est-ce qu'on peut l'imputer à une maladie professionnelle ? Alors oui, bonjour déjà Arnaud. Effectivement, alors juste pour un peu cadrer les débats, la maladie professionnelle, c'est quoi pour enchaîner sur le Covid-19 ? C'est important. En fait, c'est une maladie qui va être la conséquence finalement de l'exposition du salarié à un risque inhérent à l'exercice de ses fonctions. Et effectivement, la question s'est posée lorsque l'on est confronté finalement à ce Covid-19 dans l'exercice de ses fonctions, est-ce que ça peut être considéré comme maladie professionnelle ? Oui. Et on a un décret du 14 septembre 2020 qui a répondu finalement à cette question, qui a intégré, parce que on a un tableau finalement, une nomenclature par arrêté, voilà. Ouais, on va avoir un tableau avec les maladies professionnelles qui vont être reconnu comme tel, une présomption finalement de reconnaissance de maladie professionnelle. Et le Covid a été intégré par ce décret, tableau numéro 100 pour ceux qui connaissent, intégrer le Covid comme maladie professionnelle, une présomption, à partir du moment où on a 3 conditions qui sont remplies, c'est-à-dire d'une part lorsque le Covid s'est déclaré dans l'exercice de ses fonctions, c'est important, le lien avec l'activité professionnelle. Difficile de le savoir. Hein. Effectivement. Et puis, on a le deuxième point, alors tout ce qui est finalement les soignants ou ces personnes finalement qui sont confrontées en permanence au Covid-19, eh bien, forcément, ça va être assez facile finalement de reconnaître la maladie professionnelle. Le deuxième point, c'est d'avoir fait des analyses. Évidemment, biologiques, scanner ou finalement un historique clinique qui permettrait d'établir finalement le Covid-19. Et un point aussi important, c'est d'être soit sous oxygène, soit d'avoir été ventilé. Exactement, pour pouvoir reconnaître la maladie professionnelle. Donc c'est inclus, mais il y a évidemment des caractères restrictifs, enfin des règles précises qui cadrent tout cela. Quand la maladie est reconnue, selon cette nomenclature, elle est reconnue maladie professionnelle, quelles conséquences cela a sur la vie du salarié ? Alors, évidemment, ça impacte l'état de santé, c'est sûr. Et puis, un deuxième point, ça va aussi impacter au niveau financier. Ça va avoir un impact financier. Alors, d'une part, on va avoir une prise en charge à 100% de tous les actes médicaux. On va avoir aussi des indemnités journalières qui vont être plus élevées qu'une simple maladie. Et puis, on va avoir aussi ce qu'on appelle un taux d'incapacité permanente ou partielle ou totale. Décidé par un médecin expert. Par la CPAM. La CPAM. Exactement. Et en fonction, et si on prend par exemple un exemple d'un salarié qui va avoir un taux d'incapacité inférieur à 10%, on va être sur un capital qui va être alloué par l'employeur, qui sera par exemple 9%, 4 200 € qui sera à la charge, in fine, de l'employeur. Autre exemple, si on est sur un taux d'incapacité par exemple à 79%, c'est pas mal, c'est beaucoup. Qui est énorme, oui. Qui pour un salarié qui touche annuellement 50 000 €, on va avoir là, non pas sous forme de capital, mais sur rente annuelle, 28 500 € à la charge, encore une fois, de l'employeur. Donc, l'impact est très important pour l'employeur. Une question pratique, maladie professionnelle reconnue, l'entreprise, évidemment, doit mettre la main au portefeuille. Parfois, il arrive que des salariés puissent continuer, malgré tout, à avoir une activité professionnelle. Ils ne sont pas toujours en incapacité totale. Alors ça, on est sur, finalement, après consolidation de l'état de santé du salarié. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, il peut revenir, mais dans des conditions particulières. Alors, attention, oui. Il peut revenir si visite médicale il y a eu.
visite de reprise. Par le fameux médecin de la CPAM. Médecin du travail. Médecin du travail qui l'autorise à reprendre le travail. Effectivement. Donc soit il est déclaré finalement apte à exercer son métier, soit il est déclaré inapte. Et là, on va être sur un autre terrain, celui de l'inaptitude, où on va avoir des conséquences, notamment avec la reconnaissance de la maladie professionnelle. Puisque le caractère professionnel, s'il est reconnu et qu'on va avoir une inaptitude, eh bien, le Code du travail, justement, va nous indiquer que les indemnités, par exemple, sera doublées en cas de licenciement. Donc, on va avoir aussi, finalement, sur le pan droit du travail et non plus uniquement sur cette sphère sécurité sociale, un impact qui est considérable aussi pour l'employeur. Justement, j'allais vous poser cette question, ce sera notre dernière partie. Les impacts financiers, alors vous les avez évoqués, évidemment, c'est à la charge de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, un peu comme pour les maladies professionnelles, elle a des taxes supplémentaires lorsque on découvre qu'elle a beaucoup de salariés? Je pense à l'accidentologie, mais là, est-ce que sur les maladies professionnelles, c'est la même chose? Alors, effectivement, on est sur la maladie professionnelle va avoir un impact sur ce qu'on dit le taux AT-MP, le compte employeur. Alors à ceci près, dans le cadre du Covid, il faut savoir que c'est un coût qui va être mutualisé entre les entreprises. C'est ce qui a été notifié par arrêté en octobre 2020. Comment savoir? Oui. Voilà, effectivement. Et donc, les pouvoirs publics ont décidé de mutualiser finalement le coût de cette maladie professionnelle. Mais pour le reste, effectivement, ça a un impact considérable sur le compte employeur. En matière de conseils aux employeurs, qu'est-ce que vous leur conseillez? Parce qu'il y a des secteurs d'activité où on sait qu'il y a à la fois un taux d'accidentologie, mais aussi un taux de maladie professionnelle dans des secteurs exposés à des produits chimiques. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'entreprise? Effectivement, et puis alors, produits chimiques, mais aussi tout ce qui est risques psychosociaux qui se développent de plus en plus. Directement lié au Covid, d'ailleurs. Effectivement. Et donc ça, il faut mettre en place au sein de l'entreprise des mesures pour préserver finalement la santé et la sécurité de ses salariés, notamment qui passent aussi par le biais des formations qui sont très importantes pour finalement apporter aux salariés des notions, finalement les sensibiliser sur ces types de maladies. Et prouver que l'entreprise, si je peux me permettre, a bien mis en place des mesures pour garantir la sécurité, qui est une règle élémentaire. Voilà, et éviter derrière un contentieux en faute inexcusable. C'est ça. Parce que le salarié pourra considérer que sa maladie est directement liée aux conditions de travail parce qu'il a été exposé anormalement, on est d'accord? C'est ça, que l'employeur avait connaissance du danger. Mais qui ne lui a pas donné. Bien fait pour pouvoir pallier à ce danger. Évidemment, on pense à l'amiante. Enfin, je veux dire, on pense à ce débat, à cette affaire de l'amiante, mais il y a d'autres sujets, d'autres matières chimiques, par exemple, qui sont excessivement dangereuses. Effectivement. Par rapport à l'amiante, alors c'est un point qui est assez intéressant. Pourquoi? Alors, on a parlé de la faute inexcusable. Finalement, le salarié qui va se voir reconnaître une maladie professionnelle va être indemnisé de manière forfaitaire. Et pour pouvoir être finalement indemnisé pour les préjudices réellement subis, donc on a cette histoire de faute inexcusable qui peut engager. Et pour le cas particulier de l'amiante, justement, eh bien, les pouvoirs publics ont mis en place un fonds de garantie parce que finalement, les salariés qui ont été confrontés à l'amiante ont eu des préjudices beaucoup plus importants que certaines autres maladies. Et donc, le fonds de garantie va venir finalement pouvoir réparer. Les aider. Voilà, réparer les préjudices. L'État est intervenu. Merci Amélie Angèle Dinger, avocate en droit social au cabinet PDGB. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. La suite, je ne sais pas si vous connaissez le mot, le nudge. Non. Vous ne connaissez pas? Non. C'est l'occasion d'écouter la chronique de Fanny Griesmer. Elle a toujours un ou deux petits mots en anglais cachés comme ça dans sa poche. Elle va nous présenter qu'est-ce que c'est le nudge. Elle nous explique tout. C'est la pause café. Fanny Griesmer, sa pause café, comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi, je vais fort bien. Vous nous parlez aujourd'hui du nudge. Je ne sais pas si on dit du nudge, d'ailleurs. C'est le nudge. Oui, du nudge. Pour vous le dire tout de suite, le nudge, ça ne se mange pas. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas une recette. Non, a priori, non. C'est quoi le nudge? En anglais, ça veut dire coup de coude. C'est ce petit geste que l'on fait pour inciter quelqu'un à faire attention à ce qu'il va dire ou faire, mais c'est aussi et surtout ce petit geste que l'on donne pour pousser gentiment quelqu'un dans la bonne direction. Manager sans donner d'ordre, c'est là toute la promesse du nudge appliqué aux ressources humaines. On vient d'en parler, d'ailleurs. L'objectif est donc assez clair et exactement provoquer le bon comportement chez le salarié, celui qui est bon pour l'entreprise, pour l'activité et pour le salarié lui-même. Et cela sans même qu'il ne s'en rende vraiment compte, à vrai dire, voire en lui donnant le sentiment qu'il a eu l'idée lui-même.
Ouais, c'est de la programmation neurolinguistique, quoi. C'est très proche. Ouais. C'est très proche. Ça vient d'où, ce nudge? Alors, le nudge, c'est un concept théorisé par deux Américains, Richard Taylor, qui est économiste à l'Université de Chicago, et Cass Sunstein, professeur à l'Université de Harvard. Ils popularisent le nudge en 2008 dans un livre qui devient rapidement un best-seller, Nudge, la méthode douce pour inspirer la bonne décision. Le succès est tel que Richard Taylor reçoit le prix Nobel d'économie en 2017. Alors, le nudge est en réalité un outil, l'outil d'une doctrine assez contradictoire, vous allez le voir. Il s'agit du paternalisme libertarien. Oui. Alors, pour faire simple, l'État ou les décideurs seraient les pères de tous et conduiraient les individus vers les directions qui promeuvent leur bien-être. Donc on serait incapable d'aller dans le sens de notre propre bien-être. C'est un peu la théorie des libertariens. On est libre de faire ce que l'on veut, l'État nous oppresse, quoi. Exactement. Alors c'est la psychologie, en tout cas comportementale, qui nous le dit. Nous sommes tous des êtres irrationnels. Nous faisons les mauvais choix. À cause de quoi? À cause des biais cognitifs. Un exemple, par exemple, la peur de perdre supérieure à l'espoir de gagner. Alors il faudrait nous aider, oui. Mais puisqu'il est dit libertarien, le paternalisme cherche paradoxalement à préserver la liberté de choix. Donc pour les théoriciens de ce mouvement, les incitations sont mieux perçues, plus engageantes que la contrainte. Il vaut donc mieux encourager subtilement que contraindre et ordonner frontalement. En fait, Bezos et tous ceux qui partent sur la Lune sont des libertariens, ceux qui partent dans l'espace. C'est une forme de paternalisme, effectivement, où on laisse quand même l'impression de donner le choix. Mais c'est assez subtil. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Il y a des applications diverses et variées, notamment dans les RH, nous allons le voir. Mais vous connaissez certainement cet exemple, c'est le plus connu du grand public. Assez spécial, il met en scène des mouches, de fausses mouches collées au fond des urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol pour aider justement les hommes à viser juste. Alors, un aménagement assez bête qui a tout de même permis à l'aéroport de réduire de 80% ses dépenses de nettoyage de toilettes pour les hommes. Simple, potache, mais efficace. Alors, en ressources humaines, il ne s'agit pas là de mouches, mais d'autres petites techniques. En fait, ça se fond à l'environnement aussi de travail. On a des applications assez concrètes qui ont vu le jour ces dernières années, parce que bien sûr, les RH et les ressources humaines commencent à regarder de très très près la méthode, une alternative au bâton et à la carotte, et puis aussi un levier de performance des équipes. Alors par exemple, on va trouver l'aménagement de l'espace de travail. On en parlait récemment avec le Flex Office, pour favoriser l'esprit d'équipe. Il y a aussi la proposition de choix par défaut, oui, comme paramétrer par défaut le recto-verso sur votre imprimante, voilà, pour vous faire économiser bien sûr du papier. Un autre exemple que je trouve assez intéressant, au Royaume-Uni, pour s'assurer que les collaborateurs économisent en prévision de leur retraite, certains employeurs inscrivent automatiquement les employés dans un régime de retraite, plutôt que de les laisser choisir ou non d'adhérer. Donc, en fait, vous pouvez choisir de vous désengager, mais pour ça, il n'y a aucun nudge qui vous incite à le faire. Puis, d'autres entreprises, on va mettre plutôt en avant le bénéfice plutôt qu'imposer une action. Par exemple, on va afficher les économies d'énergie réalisées par les entreprises qui encouragent à la fermeture des ordinateurs en partant le soir, plutôt que d'obliger les salariés à le faire. Ce sont des petits trucs. C'est presque subliminal, j'ai envie de vous dire. Donc il y a quand même une main qui réfléchit à tout ça. Une main invisible, celle du manager, bien sûr. Qui manipule ou qui est vraiment dans la bienveillance? Alors c'est là tout le débat. Bienveillant, manipulateur. Alors c'est vrai que pour ces adeptes, on y voit davantage de la bienveillance. Ça permet d'accompagner avec douceur la performance de l'entreprise, car le coup de pouce évite les postures trop autoritaires, préfère la proposition à l'injonction. Il serait même éthique selon eux, parce que naturellement, les femmes et les hommes veulent aller dans le bon sens, sauf que il suffit d'un petit rien pour les convier à basculer en tout cas du bon côté de la barrière, et en plus sans les forcer à le faire. Ces détracteurs en revanche, ils voient une forme de manipulation, car le nudge en plus ne s'embarrasse pas d'explications. On multiplie les nudges, on crée un univers de travail totalement fléché. On vous amène à vous comporter de telle ou telle manière sans vous dire pourquoi. Donc finalement, ça dispense effectivement les supérieurs hiérarchiques de vous donner des explications. Et puis dans un même temps, de faire appel à votre consentement éclairé.
C'est ça. Généralement, c'est donnant-donnant, quoi. Les défenseurs du nudge disent que quand même, on demande l'avis et on doit être assez transparent sur la méthode. Sur le paramétrage en recto verso, je ne sais pas, en tout cas, qui ne s'est pas fait avoir. Et vous avez le choix effectivement de paramétrer pour faire un bon recto. Donc c'est un concept en évolution en tout cas dans nos espaces. Oui, ça commence à être distillé, mais c'est vrai que je m'étais penchée sur la question et je pense que ça prend énormément de temps de construire parce que c'est vraiment une architecture de pensée. Construire un nudge dans lequel vous laissez la liberté de choix. La personne ne se rend pas compte qu'en fait vous la forcez à adopter un comportement plus vertueux, plus performant. C'est assez complexe. Oui, c'est un peu l'ambiance Google, quoi. On ne se rend pas compte qu'en fait, on crée un environnement pour rester 20 heures dans l'entreprise. Et finalement, on y reste. C'est exactement ça. Quand on prend du recul, et on sent bien, en plus, on a l'impression 20 heures dans mon on entreprise. a décidé... Et voilà, on crée tous les ingrédients. C'est laisser le libre arbitre. Mais tiens, d'ailleurs, est-ce qu'une des notions de la parentalité, c'est pas une forme de nudge, on va en parler. Peut-être. C'est peut-être aussi une manière de permettre aux salariés d'être le plus performant possible en lui proposant un certain nombre d'outils et de services aussi pour lui permettre d'avoir une vie agréable dans l'entreprise. Mais on va parler, vous l'aurez compris, de la parentalité. C'est le cercle RH. On fait une petite pause et on en parle avec des experts sur cette parentalité. Alors, elle marche plutôt pas mal dans les grands groupes. Qu'en est-il dans les PME et les entreprises de taille intermédiaire? C'est peut-être un peu plus compliqué, encore que la loi, l'État s'en est mêlé avec les 25 jours de congés pour les pères qui viennent d'être papas. On en parle, c'est la parentalité, c'est juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat, on s'intéresse aujourd'hui à la parentalité. On en a beaucoup parlé sur ce plateau à l'occasion de la loi sur ces 25 jours pour les pères qui vont pouvoir s'occuper un peu plus longtemps encore de leur petit qui vient de naître. On en a parlé sur le plan juridique, c'était la semaine dernière. Et on en parle aujourd'hui de cette parentalité parce que c'est un confort de vie pour les mamans aussi, pour les papas. C'est aussi un levier de performance. Ça, c'est pas forcément facile à démontrer, mais on va essayer de vous en parler très concrètement sur ce plateau. Tiffaine Mayol, merci d'être avec nous. Vous êtes consultante en parentalité et équilibre des vies en entreprise et auteur de ce livre, La parentalité en entreprise expliquée à mon boss, édition Kawa. Je présente Françoise Cardozo parce que vous travaillez beaucoup ensemble, vous vous connaissez bien. Oui. Je dirais que vous êtes la main dans la main sur ce sujet. Vous êtes Health Innovation chez Danone, qui est une très grande entreprise. Et j'imagine que votre mission, on en parlera, c'est de travailler sur tous ces sujets, c'est de le faire percoler dans l'entreprise. Parce que rien que le titre de Tiffaine, quand on dit expliquer à mon boss, on voit comme ça un monsieur avec un cigare, un peu viril, derrière son bureau, et à qui vous expliquez gentiment ce que c'est d'être maman, père de famille ou mère de famille. Et puis avec nous, Patrick Dumoulin. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Président de Great Place to Work, je l'ai bien dit ? Vous l'avez bien dit. Il faut taper sur le Great. Great Place to Work, c'est tout à fait ça. C'est ça. Vous travaillez évidemment sur tous ces sujets autour de la vie en entreprise. Il y a ce label, évidemment, on en parlera. Et puis un travail d'accompagnement des entreprises sur cette question de la parentalité, notamment. Vous travaillez sur l'inclusion et sur plein d'autres sujets. Merci en tout cas d'être là, avec des baromètres, des chiffres, des études, parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites. D'abord, je vous pose une question un tout petit peu en hauteur, avant de rentrer dans le dur. Quand même, ce sujet, il est formidable, mais quand j'ai commencé à travailler le dossier, je me suis dit, mais ça touche que les grands groupes, ça touche que les grandes entreprises. Quand je pousse la porte d'une PME, avec des habitus très 20e siècle, le patron vous dit, quand tu rentres dans l'entreprise, on l'entend, hein, tu laisses au vestiaire ta vie de famille, tes enfants, tous tes problèmes, et tu viens bosser. Ça a existé, ça existe encore. Comment vous regardez cette espèce de dichotomie? C'est-à-dire que ça, c'est le monde merveilleux qu'on va découvrir et qui est vraiment formidable. Mais c'est pas vrai partout. Non, je vous vois faire vrai ou pas vrai? Non, je souris. Après, on parlera un petit peu plus du label que l'on a construit ensemble, le label Family Friendly Company. Et parmi les entreprises pilotes, il y a Utopie, qui est une petite entreprise de 50 collaborateurs et qui est très engagée sur les sujets de la parentalité. Donc, je pense que ça peut être un contre-exemple à cette idée qu'on s'adresse uniquement aux grands groupes, puisque tous sont concernés. Il y a des très beaux exemples de petites entreprises, de grands groupes, et il y a encore beaucoup à faire dans d'autres entreprises. Juste, vous lui dites quoi à Great Place to Work, au boss, au patron, qui est un peu hésitant? On l'entend, le patron, quand on discute avec lui, qu'on prend un café, il dit là, on est quand même très embêté. Il dit quand même là, je vais devoir faire revenir mes salariés au travail. Au moment où on parle télétravail, parentalité,
Il faut faire revenir le cheptel devant les postes de travail. C'est très troublant comme attitude et comme mot d'ailleurs. Alors je dirais aussi à la patronne et au patron. Je ne vais pas m'adresser qu'au patron. Concernant la parentalité, je crois que c'est une volonté clairement exprimée dans l'entreprise, de la part des dirigeantes et des dirigeants, d'accueillir comme une très bonne nouvelle le fait que des jeunes femmes puissent annoncer qu'elles sont enceintes. Vous parlez de petites entreprises, Great Place to Work, c'est 35 personnes. La semaine dernière, Claire, une de mes collaboratrices, est venue me dire qu'elle était enceinte de jumeaux. Et ça a été la fête toute la journée dans l'entreprise. Ces personnes que vous évoquez... Parce que c'était les jumeaux ou parce qu'elle était enceinte? Non, parce qu'elle était enceinte. Parce qu'elle était enceinte. Bon, d'accord. En plus, parce qu'il y avait des jumeaux. Et puis, je crois que les personnes que vous avez évoquées ont un comportement aujourd'hui qui n'est plus adapté à la situation actuelle et qui est un tantinet rétrograde les concernant. D'accord, donc c'est bien de l'entendre. Il y a quand même un côté vieille école, quoi, l'entreprise un peu patriarcale où on laisse tout. Comment ça se passe chez Danone? Parce que vous portez ces questions-là. Donc vous avez des échanges, et bien avec le board sur tous ces sujets. C'est totalement intégré dans l'entreprise Danone? Absolument. Et moi, je commencerai déjà par donner ma propre expérience. Moi, j'ai été embauchée il y a 14 ans chez Danone. J'étais enceinte. Et en fait, j'ai refusé au début le poste parce que je me suis dit, je suis enceinte. Et en fait, on m'a dit, mais on ne comprenait pas, mais pourquoi vous refusez? Et j'ai dit, parce que je suis enceinte. On m'a dit, mais c'est pas grave, c'est juste de l'organisation. Voilà, donc c'est déjà un exemple pour moi où j'étais scotchée quand même. Ça vous a... oui, parce que je me suis dit, voilà, c'est quand même assez étrange. Dans quelques mois, je suis en congé maternité. On m'a juste dit, mais une grossesse dans une carrière, finalement, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un tremplin. Ouais, ça fait du bien à entendre, parce que toutes les femmes ne disent pas ça. Non, mais du coup, j'ai eu 4 enfants chez Danone. mais oui, effectivement, c'est des sujets. Merci Danone, donc. Voilà, c'est des sujets extrêmement importants qui sont beaucoup portés aussi par effectivement le management. C'est une volonté. Pour nous, être parents, c'est pas être un frein, c'est au contraire avoir des capacités et des compétences en plus qu'on peut mettre à profit au sein de l'entreprise. Donc, Label Family Friendly, ça c'est votre label parce que vous l'avez à tous les trois, oui. Vous l'avez co-construit. Pourquoi d'abord avoir imaginé ce label? D'abord, j'imagine pour faire d'abord un diagnostic, puis ensuite pour accompagner. C'est les 1000 jours, les 1000 premiers jours. Donc quand on calcule bêtement, ça fait les 3 premières années de la vie de l'enfant. C'est bien ça? C'est quoi l'idée? Alors c'est un label qui est porté par l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé. Et l'idée, c'était donc Nathalie Cassovicarini, qui est la fondatrice de l'association et aussi membre de la commission des 1000 jours, souhaitait faire vivre les recommandations des 1000 jours du rapport au sein des entreprises et engager les acteurs économiques un peu plus sur le sujet de la petite enfance et comment finalement bien accompagner les 1000 premiers jours qui sont tant importants. Vous le soutenez, vous avez travaillé sur ce label. Le label, c'est quelque chose, je dirais, chez Great Place qui est très important. C'est quoi l'utilité? C'est de dire aux entreprises, il y a celles qui vraiment s'engagent et puis il y a celles qui ne sont pas labellisées et qui sont un peu à la traîne. Parce qu'on va parler des leviers de performance. Il faut quand même comprendre que ça a une utilité de performance dans l'entreprise. L'intérêt pour moi, c'est l'exemplarité. Donc, c'est montrer à l'ensemble des entreprises qu'en fait, faire œuvre commune pour, dans une optique aussi nationale extrêmement importante. En 2020, on a eu 700 000 naissances en France, 400 000 en Italie, certains autres pays encore plus mal lotis. L'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, la Bulgarie. En 1980, c'est 9 millions d'habitants, c'est moins de 8 millions maintenant, et une projection en 2050 de 5 millions et demi. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu stratégique national, et donc l'entreprise doit favoriser la maternité, la parentalité, sous toutes ses formes. Nous ne sommes pas très en avance, vous avez évoqué les nouvelles mesures pour les parents. De 11 à 25 jours. Voilà, mais je rappelle juste que quand on compare avec l'Europe du Nord, des pays comme la Suède, la Norvège... Toujours cité comme l'exemple, leur modèle de politique familiale. Et on y viendra, moi je crois qu'on viendra à des congés de parentalité beaucoup plus importantes, qui seront attribués à un couple hétérosexuel, homosexuel, peu importe, et qui auront un capital temps pour contribuer justement à ce que ces 1000 premiers jours de l'enfance se passent du mieux possible. Ce qui est intéressant, si je me permets, Danone, c'est une très grande marque, un très grand groupe, connu, mondialement connu. C'est vrai que j'ai le sentiment petit à petit, après cette crise Covid, qu'on donne à l'entreprise des responsabilités presque régaliennes. Elle contribue, et vous contribuez
à la politique familiale française. Les Allemands n'ont pas du tout la même politique familiale en matière de garde d'enfants, d'organisation de la... c'est quand même là aussi un levier d'égalité homme-femme. Là. Oui, absolument. Et nous, évidemment, ce qu'on a mis en place il y a quelques années déjà, cette politique parentalité qui évolue vers une politique familiale pour aussi prendre en compte les aidants, donc nos parents qui vieillissent. C'est vrai. Elle est neutre en genre. Donc elle est déjà dans cet esprit de premier parent, second parent, quel que soit son sexe. Il a le droit au congé premier parent et second parent. Donc couple hétérosexuel, etc. Enfin, concrètement, vous nous avez donné l'exemple, votre exemple, c'est-à-dire vous êtes embauché alors que vous êtes enceinte, vous dites tiens, c'est quand même une entreprise un peu particulière. Ce que vous mettez en place pour les jeunes pères, parce que je ne veux pas oublier les pères qui doivent être impliqués dans la parentalité, et des jeunes mères de famille chez Danone, qu'est-ce que vous leur permettez qui fasse que quand ils sortent, ils disent ma boîte vraiment me donne les moyens de m'occuper de mon enfant et en même temps de pouvoir tout donner à l'entreprise? Déjà, il y a la politique de congé qui est extrêmement flexible et qui n'est pas vue chez nous comme le break, c'est-à-dire le congé parental, donc maternité ou paternité. Je perds mon fauteuil et mon bureau, quoi. C'est pas je reviens et je ne sais pas où je serai ou dans un placard ou quoi. C'est plutôt un levier, ça se prépare, ça permet aussi à d'autres de prendre une mission, par exemple, sur un poste. Et en général, moi, quand je suis revenue de mes 4 grossesses, j'ai toujours pris un nouveau poste. Parce que c'était aussi la dynamique et sans angoisse, parce que sans angoisse. Je pense à des salariés, des consoeurs, parce que dans le journalisme ça existe aussi, qui au moment de retourner à la rédaction, il y a une petite angoisse, la boule au ventre, on ne sait pas si on va pouvoir repartir sur le terrain. Si vous n'aviez pas d'angoisse, vous pas êtes du dit, tout, parce qu'en fait, on peut aussi avoir un retour progressif, par exemple, et puis notamment avec la crise Covid, avec le fait qu'on télétravaille beaucoup, on peut par exemple venir télétravailler 2-3 jours et puis venir sur site, de façon progressive. Et puis on accompagne les parents quand ils reviennent, et notamment moi j'ai beaucoup œuvré pour les mamans qui veulent continuer à allaiter, pour mettre en place tout ce qu'il faut pour leur au sein de l'entreprise. Non mais il faut le préciser. Ce qui d'ailleurs pose la question, j'ai posé la question à Tiffaine de comment elle convainc un chef d'entreprise rétif, quels sont les arguments qu'elle utilise, parce que le chef d'entreprise il a besoin de performance, il a besoin de gagner de l'argent. Il y a le débat des crèches aussi, il y a le débat d'une sorte de parentalité, mais dans l'entreprise. Comment ça se passe chez Danone, parce que souvent les familles vous disent mais moi il faut que j'aille poser mon enfant à la crèche, puis je dois courir dans les transports en commun, puis je perds 3 quarts d'heure. Ça aussi c'est l'idée de créer un lien direct. Je pose mon enfant, puis derrière je vais travailler, je peux même aller le voir éventuellement pour lui faire un coucou, ce qui fait du bien. Comment ça se passe? Exactement. En fait on le voit comme un écosystème, c'est-à-dire que on n'est pas dans sa vie privée et puis tout de suite on va dans sa vie professionnelle. C'est que on a une vie, elle commence le matin, elle finit le soir, et il y a des moments où il faut qu'on soit à tel endroit, donc on essaie de façon flexible, avec des partenariats, des berceaux dans des crèches, ou même... C'est ça, Danone prend des espaces et des crèches, ce qui est intéressant, j'insiste un peu sur des proximités géographiques, il ne faut pas que la crèche soit à 3 km, au plus près du lieu d'habitation, c'est ça aussi l'enjeu? C'est ça l'enjeu, oui, absolument. Je vous la pose ma question, Tiffaine, parce que je vous l'avais promise. Vous avez écrit ce livre, qui est un titre assez accrocheur, qui est intéressant, qui pose une problématique à travers ce livre. Vous dites, il y a des patrons qui ne sont pas totalement prêts à avancer sur ce sujet. Patrick Dumoulin de chez Greatplace dit mais c'est une erreur, c'est une forme de... On est rétrograde. Quels sont les arguments clés, massus, que vous utilisez pour convaincre un décideur de s'engager sur cette voie? Je pense que c'est une invitation à la transformation et de reconnaître de là où on part et des spécificités de l'entreprise pour essayer de faire un peu mieux, en prenant en compte bien évidemment les besoins des collaborateurs, et c'est pour le bien-être des collaborateurs et des enfants qu'on le fait, mais c'est aussi pour répondre, comme on l'a dit, aux enjeux stratégiques de l'entreprise. Et quand on parle de levier pour accompagner la parentalité, on pense souvent aux crèches, parce que c'est ce qui existe initialement, mais le dirigeant peut aussi se rendre compte à travers justement le label ou d'autres initiatives qu'il y a plusieurs leviers de transformation et qu'on accompagne des parents, on favorise la conciliation des vies à travers la culture managériale aussi, à travers des politiques familiales qui sont réellement formalisées et communiquées dans l'entreprise, à travers une politique de congé familial, à travers une organisation du travail aussi qui favorise tout ça. Et donc finalement chaque entreprise... En termes d'horaire, si je peux me permettre. Oui, en termes d'horaire. Les réunions de 18h30, quand vous avez l'angoisse d'aller récupérer l'enfant à la crèche, il n'y a rien de plus terrible pour un père ou pour une mère. Enfin, vous êtes d'accord? Exactement. Et on n'est pas productif en réunion, parce qu'en général, on la bâcle, la réunion. On est d'accord. On regarde sa montre, on n'est pas motivé, ça crée forcément des tensions. C'est ça la réalité aussi. C'est ça. Et donc l'entreprise peut choisir parmi tous ces leviers comment
elle va pouvoir accompagner au mieux ses salariés en fonction de leurs besoins et de ses enjeux. C'est un levier de performance parce qu'on est dans la qualité de vie au travail, qui est un peu dans la grande famille de la responsabilité sociétale des entreprises, et elles ont tout intérêt à prendre cette route, vous êtes d'accord? Enfin, c'est une évidence, mais... Évidemment, si vous me permettez une comparaison, j'ai été père il y a quelques dizaines d'années, et à l'époque, je travaillais dans un très grand groupe international. Mon manager m'avait expliqué, mon manager direct, m'avait expliqué que quand même 2 jours, s'absenter 2 jours parce que ma femme venait de faire un enfant, ça intéressait personne dans l'entreprise. Bon. La semaine dernière, j'ai été pour la première fois grand-père. Et donc j'ai vu la différence avec mon gendre, la façon dont il avait abordé, accompagné son épouse pendant la grossesse et la façon dont son entreprise répondait. Donc aujourd'hui, on a un double problème. On a beaucoup d'entreprises qui cherchent des salariés, qui n'ont pas les salariés qu'ils veulent. Il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas de travail. Donc on parle beaucoup d'engagement, de recrutement, de rétention des talents. Oui. Et évidemment, quand vous avez une politique de parentalité qui est tournée vers le salarié, eh bien, vous avez une raison supplémentaire, comme Françoise a dit fort justement, elle est rentrée enceinte chez Danone, elle a fait 4 enfants. Et donc oui, c'est un avantage compétitif pour moi aujourd'hui, c'est une évidence. La suite pour vous, parce que c'est un sujet qui est très évolutif, qui est très, vous franchissez des étapes, donc on labellise. Ça dure combien de temps la labellisation, le travail d'audit, j'allais dire, pour recevoir le label? Comment ça marche concrètement pour ceux qui voudraient s'y engager? Alors, la démarche est en 2 temps. Il y a en effet un audit qui est réalisé dans l'entreprise où on va étudier les pratiques sur 7 leviers. On va aussi mesurer l'impact des pratiques mises en place dans l'entreprise. Et puis ensuite, on a un sondage qui est diffusé auprès de tous les collaborateurs pour finalement, voilà exactement, pour faire le lien entre les pratiques et le vécu réel des collaborateurs. Et puis en fonction, on a travaillé justement avec le comité d'experts dont Great Place to Work fait partie au référentiel du label et aux critères d'attribution. Parce qu'il a une spécialité, parce qu'il sait faire. Exactement. Oui, parce que nous, depuis 20 ans, l'expérience collaborateur, 20 ans l'année prochaine, oui. J'anticipe un petit peu, mais ça fera 20 ans qu'on est en France l'année prochaine, et l'expérience collaborateur est au cœur de notre mission. Et en ce sens, se rapprocher de Tiphaine et réciproquement, ou de Danone, c'était pour nous une évidence. Je vous repose ma question parce que je ne voulais pas vous embarrasser dès le début de l'émission en vous posant inlassablement ma question sur les PME. Comment on fait pour toucher au plus près? Parce que c'est vrai que ceux qui ont la masse critique, les groupes qui ont des services RH, qui ont des gens pour accompagner, ça joue beaucoup, des postes comme le vôtre, Françoise, mais toutes les entreprises n'ont pas cela. Comment on fait pour aller chercher vous savez, ces boîtes qui cartonnent bien, qui ont 100, 150 salariés, qui sont des belles entreprises, je dirais, locales, mais qui n'ont pas cette politique? Comment on fait là? Comment on va aller chercher ces boîtes-là? Moi, je serais tenté de dire que je reviens sur l'exemplarité. Donc, communiquer. Ce qu'on fait là, d'ailleurs, ça peut donner envie. Une émission comme la vôtre peut donner envie. La deuxième chose, c'est qu'il y a un renouvellement quand même des générations qui s'effectue. Vous avez beaucoup de jeunes femmes et de jeunes gens très brillantes et très brillants qui créent des start-up en France. Et je peux vous dire qu'ils ou elles montent vite en nombre de salariés et que la question de la parentalité vient au cœur des réflexions des salariés rapidement. Aussi, c'est lié à l'équilibre vie professionnelle, vie privée et aussi à l'équilibre femmes-hommes. Donc, le tout concorde à faire avancer les choses. Moi, je dirais, nous, effectivement, on est un grand groupe. On se veut évidemment d'être reconnu. On fait énormément de choses, mais on veut inspirer aussi. Et même si on a des filiales dans des pays qui sont petites, et en fait, notre objectif, c'est de labelliser toutes nos filiales. Vous allez jusqu'aux filiales de bien pays sûr. Moins avancés que la France? Oui, absolument. Et c'est ce qu'on a fait avec notre politique parentalité. On l'a déployée dans plus de 55 pays. Et évidemment, on la localise parce qu'il y a le contexte local, il y a la culture, forcément. Il y a la législation. Et il y a des pays où c'est plus familial, on va dire. La suite pour vous, c'est quoi le combat suivant là? Parce qu'on voit qu'il y a une transformation. J'imagine que vous le ressentez quand vous allez rencontrer ces entreprises. J'ai le sentiment qu'on est en train de vivre, alors je pèse mes mots, mais une forme de révolution du travail et du rapport au travail. Est-ce que vous le ressentez? Complètement.
L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir démocratiser cette manière d'accompagner la parentalité et de soutenir la conciliation c'est pas des à vies. côté, il faut que ça soit dedans. Oui, et que toutes les entreprises se sentent concernées, tous les dirigeants puissent agir, alors pas forcément de la même manière, mais puissent au moins faire le premier pas. Et montrer que c'est possible et qu'en effet il y a un retour sur investissement. C'est pas beau de le dire comme ça, mais si, parce réel, que c'est une réalité de l'entreprise. Exactement, et que l'entreprise a tout à y gagner. Ouais, vous êtes d'accord? Juste chez Danone, il y a forcément des enjeux, et sans revenir d'ailleurs sur les récents débats autour de votre entreprise, ce n'était pas le sujet du jour, mais il y a des enjeux économiques, il faut de la performance, vous avez des actionnaires, il y a des gens qui, au-dessus, investissent dans des entreprises et exigent des retours sur investissement. Cette politique-là, elle est validée, ils la soutiennent et ils considèrent que c'est la bonne stratégie pour faire grandir l'entreprise? Oui, parce que ça engage et puis parce que faire des gens heureux dans l'entreprise, ça fait des gens plus performants, plus efficaces en fait. Et on a l'exemple, je cite souvent l'exemple de l'Italie qui a mis en place justement tout un training autour des parents et des compétences qu'on acquiert ou qu'on se découvre en tant que parent, la rigueur, la patience, la ponctualité, des choses comme ça. Et on dit, ça c'est des compétences qui sont extrêmement importantes à mettre en œuvre aussi dans le cadre du travail. En fait, on n'est on est parents, employés, mais on n'est finalement qu'une personne. D'ailleurs, tiens, pendant qu'on y est, parce que pendant qu'on est jeune mère de famille, vous reprenez, on peut évoluer, reprendre comme on le souhaite chez Danone et ailleurs d'ailleurs, et puis vous recevez un mail, on est tenté d'y répondre, mais en même temps il y a le biberon ou il y a l'allaitement. Comment ça se vit ça? Parce que c'est aussi ça la réalité d'une cadre dans une grande entreprise. On a quand même envie de répondre aux mails, mais en même temps on est mère de famille et puis il faut qu'on s'en occupe. Comment ça se fait ça? Comment ça se vit? Ça c'est très concret, c'est ça la réalité aussi d'une mère de famille. Ça se vit très bien. Enfin, j'ai tendance souvent à dire que... Tout en touillant en même temps les pattes pour l'aîné. Alors moi j'ai allaité longtemps, donc du coup c'était assez pratique. Mais en fait, je trouve qu'on dit souvent qu'on a une vie privée, vie professionnelle. Pour moi, j'ai qu'une seule vie. C'est ça, parce que c'est notre parfois titre. Elle est un peu plus privée, et parfois dans ma voiture je pense à ma vie privée. Et parfois au boulot je me dis tiens, faut pas que j'oublie ça. C'est compliqué la frontière. Donc en fait, pour moi il n'y a pas de frontière. C'est juste qu'à un moment donné, je dédie ce temps-là où j'en ai besoin en fait. Et donc, j'ai aucun problème à ne pas répondre. D'ailleurs, nous, on a une bonne pratique qui est dans les mails. Si ce mail est reçu en dehors des horaires classiques, merci de ne pas y répondre. Voilà. Donc, en fait, ça met à l'aise tout le monde. C'est quoi l'horaire classique? Excusez-moi, parce que c'est un débat qu'on a eu sur le droit à la déconnexion. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 19h, on arrête? Non, c'est 9h, 18h. 9h, 18h. Voilà, à 18h, tu arrêtes de me harceler, sauf... Oui, après, c'est pas 18h01, mais en fait, voilà. Mais pas à 21h pour hormis cas exceptionnel. On n'opère personne à cœur ouvert, donc tout peut attendre, je dirais. Vous êtes d'accord avec ça? C'est refixer des règles, finalement, ce que disait Patrick, un peu de bon sens, une forme de vertu aussi dans le rapport à l'autre. C'est aussi ça, d'une manière globale, cette relation à la parentalité. Excusez-moi de le redire, mais les femmes, souvent, on leur reproche de trop parler de leurs enfants au bureau. On a ce type-là, quand même, dans l'entreprise. Ça existe toujours. Non, j'invente ou j'invente pas? Non, mais je crois que les choses évoluent. Par rapport au message qu'on souhaitait faire passer, ou moi je souhaiterais faire passer par exemple, l'année prochaine, ce sont les élections présidentielles. C'est exact. J'aimerais interpeller les candidates et candidats sur à la fois la politique nataliste de la France, mais aussi la politique nataliste des entreprises. Qui se porte mieux que les autres pays, mais qui n'est pas top, qui est légèrement en baisse. On voit qu'on est sur une pente légèrement glissante, qu'on peut encore inverser. Ça, c'est un sujet vraiment central pour moi de la prochaine élection. Donc j'espère qu'on pourra les interpeller. Ensuite, dans l'entreprise, je crois qu'il y a sous l'impulsion des jeunes générations, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et puis, les jeunes femmes et les jeunes gens qui rentrent dans une entreprise n'hésitent pas ou n'hésitent plus à interpeller verticalement. À le dire. Et à le dire. Absolument. Vous pouvez aussi avoir le poids du réseau social interne et d'autres choses, et ils n'hésitent pas à interpeller. Donc il y a une pression qui vient de la base, j'allais dire, des femmes elles-mêmes, ou les hommes d'ailleurs. Une prise en compte de leurs intérêts de papa et de maman, et des aidants aussi, comme Françoise, tu l'as si bien dit. Et donc aujourd'hui, des dirigeantes et des dirigeants qui resteraient sourds à ces messages risquent surtout de perdre des salariés. Ça devient un critère de choix d'une entreprise. Mais comme quand on va dans un restaurant et qu'il y a le petit logo perso, on sait qu'on peut rentrer avec une poussette, par exemple. Ou un label particulier d'une certaine cuisine, avec des produits frais et français. Exactement. On se dit, tiens, je vais y aller, parce que effectivement, c'est un élément aussi d'engagement et de rétention des talents, parce que certains vont bouger. Évidemment. C'est ça aussi l'enjeu, c'est de garder les meilleurs. Parce que c'est un des éléments. Il y a plusieurs éléments. Il y a le vôtre,
la parentalité, puis il y a aussi le télétravail, si je peux me permettre, qui est un autre élément qui vient se greffer à cette question, peut-être d'ailleurs la question de la parentalité. C'est sûr que le télétravail floute ses frontières et amène un nouveau sujet autour de la parentalité. Moi, ce que je pense important, c'est aussi l'exemplarité des dirigeants réellement. C'est qu'au-delà de toutes les politiques... Pas de la com. Qu'est-ce que les dirigeants s'autorisent à faire? Est-ce que réellement, mon manager s'octroie de partir un peu plus tôt pour aller chercher ses enfants à l'école? Oui, on n'arrête pas de dire depuis... Cette exemplarité vaut mieux que toutes les politiques. On dit que dirigeants et managers, hein, Tiffany. Vous avez remarqué, on ne dit pas dirigeante et manageuse. On l'a peu dit aujourd'hui. Oui. Il y en a quelques-unes, des manageuses. Quelques-unes, quand même. Et c'est ça, celui qui montre l'exemple, qui dit, mais moi, je suis désolé, à 16h30, j'ai réunion avec l'instit et je vais y aller. Ça déculpabilise. Et de ne pas hésiter à le dire. Moi, je sais que mon boss, il va dire, là, je dois m'occuper de mon fils, il faut que j'y aille, en fait. Bon, c'est un grand, hein, mais peu importe, en fait, à tout âge, on a besoin d'être parent. C'est démystifier, en fait, le sujet. En fait, il y a un peu une pudeur, il y a un peu une sorte de honte dans cette espèce d'univers un peu patriarcal. On n'ose pas, comme si on allait fendre l'armure pour dire je m'occupe de mon enfant. Et en fait, il faut l'assumer. Oui, pour une raison très simple, c'est qu'en France, on a été, dans beaucoup de grands groupes et même d'autres, des adeptes du présentéisme. Exactement. Et donc, à un moment, on doit s'interroger sur la productivité et l'efficacité d'une ou d'un salarié après 18 heures. Et quand il a fait 9 heures, c'est comme s'il avait fait un effort sportif de longue durée. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il batte des records dans la dernière ligne droite. Donc, un temps de travail et un temps de vie équilibré, finalement, ça va servir l'entreprise. Avant de nous quitter, Label Family Friendly, j'imagine que vous êtes labellisé. On est en train. Vous êtes en train, d'accord. Ils sont pilotes dans la démarche. C'est vous, parce que forcément, c'est quand le deadline A priori à la rentrée. Voilà, c'est ça. Courant septembre, octobre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent sur leur site internet, il y a un logo, il y a un label, on l'utilise. Qu'est-ce qu'on en fait chez Danone de ce label quand vous l'aurez? On a un logo. Alors déjà, on va le dire parce que je pense que c'est une belle reconnaissance. Vous allez communiquer dessus? A priori, on va le communiquer, oui, bien sûr. Et puis j'espère qu'on va donner envie à d'autres et on va le faire dans d'autres pays. On espère l'exporter dans d'autres pays parce que Danone, c'est pas que en France, évidemment. Donc il y a déjà des pays très intéressés, l'Indonésie, l'Italie, l'Espagne. Voilà. Donc, la France comme exemple, parce que ça donne aussi à travers ça une forme d'exemplarité de la France. Absolument. À travers Danone, qui est une marque évidemment connue mondialement et très connue en France. Combien d'entreprises ont commencé à faire toc-toc au label en disant bonjour madame, je voudrais être labellisée? Aujourd'hui, il y a 3 entreprises pilotes, donc Danone, Utopie et Doctolib. Et fin d'année 2021, début d'année 2022, on ouvrira à 10 nouvelles entreprises qui souhaiteront... Et tout ça, évidemment, en lien avec Great Place to Work. Oui, parce que Great Place to Work, nous, on évalue l'expérience collaborateur, la qualité de vie au travail depuis très longtemps. Et ça ne peut que servir l'attractivité des entreprises, le label qui est développé présentement. Merci à vous 3. C'était un vrai plaisir de partager ce moment et de prendre le temps de parler de ce sujet en profondeur. Merci Patrick Dumoulin, président de Great Place to Work. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci à Tiffany Mayol avec ce livre qu'on a vu plusieurs fois, consultante, et puis ce label. N'hésitez pas, il y a un site internet, donc tout vous sera expliqué sans aucun problème. Et puis j'ai envie d'aller chez Danone. Moi, vous m'avez donné envie. Merci à Françoise Cardozo, en charge de l'innovation Health Innovation chez Danone, entreprise mondiale. C'est vrai que c'est une entreprise qui donne envie. Merci à vous 3. C'est terminé. Je suis un peu en retard. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Merci à Pauline Gratel, merci à Emma Benassi pour l'accueil invité. Merci à notre réalisateur Romain Luc et au son Alex pour le son. Merci, je serai là demain en direct. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.